Eh bien, bonjour Sophie. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Sophie Serroni-Vivien. Bonjour. Voilà. Merci d'être parmi nous ce matin dans la 21e édition du Festival Scientilivre. Cette année, eh bien, compte tenu du contexte que tout le monde connaît, a lieu 100% en live. Et nous avons décidé de mettre à l'honneur quelques auteurs, dont Sophie Serroni. Et nous allons parler ce matin de ses livres, de son actualité, du pourquoi son écriture. Parce que Sophie, quand même, on peut se tutoyer puisqu'on se connaît depuis longtemps. Un petit Je peu, pense que oui. voilà, on va pas, On va pas voilà, le cacher au on va public. pas le cacher, non, ça serait trop dommage. Tu as un parcours quand même assez atypique parce que tu as un métier autre que l'écriture. Tu es enseignant-chercheur et tu vas nous Oui. expliquer comment tu en es venu à l'écriture, parce que moi, j'ai la curiosité de savoir comment se fait-il que tu aies cette passion de l'écriture, ou alors est-ce que c'est une passion d'écriture qui t'a amené à l'enseignement à l'écriture. Voilà, j'aimerais que tu nous dévoiles ce mystère. Alors, pour tout te dire et pour tout vous dire à tous, c'est une longue histoire. Et effectivement, j'en suis venue un jour à me poser la question, être scientifique ou être littéraire, finalement, est-ce qu'on est obligé de choisir? Exactement. Parce que c'est vrai que dans le monde, on va dire, des universitaires, académiques, on observe quand même comment dirais-je, presque une scission entre ces deux grands mondes qui parfois ont un petit peu du mal à se parler et à se comprendre. Et donc, c'est vrai que Ouais. quand on arrive, qu'on est jeune, qu'on a 18 ans, qu'on vient d'avoir son bac, on a vraiment l'impression que il va falloir choisir, qu'on n'a Et pas oui, d'autre choix que de choisir. on va nous mettre dans une boîte, mais après, ça va être Voilà, difficile d'en tout à sortir. fait. Alors, c'est une longue histoire et je dirais que tout à fait au démarrage, il y a une rencontre. C'est souvent le cas dans la vie de beaucoup de gens. Il y a des rencontres qui vont vous amener vers telle ou telle chose. Et là aussi, ce n'est pas une exception. Cette rencontre fut celle d'une rencontre avec un enseignant, ou plutôt d'une enseignante. Donc, j'étais toute jeune, j'étais en sixième. Et donc, j'ai rencontré une enseignante. Alors, à l'époque, on parlait de sciences naturelles. Aujourd'hui, on parle de SVT, sciences de la vie et de la terre. À l'époque, on parlait des sciences naturelles. Et donc, j'étais en sixième. J'ai rencontré ce professeur que j'ai eu la chance d'avoir jusqu'en troisième. Et ce professeur des sciences naturelles m'a apporté beaucoup de choses humainement, mais aussi cette passion de la biologie qui, depuis, ne m'a plus jamais quittée, en fait. Oui. Donc, voilà, elle m'a vraiment inoculé ce virus, si j'ose dire, dans le contexte actuel de la biologie. C'est un bon Et, virus, celui-là. ça ne m'a jamais quitté. Mais c'est vrai que par ailleurs, j'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé écrire. J'affectionnais beaucoup les cours de français. Et lorsqu'il a fallu choisir, effectivement, comme je vous le disais, quand on arrive à 18 ans, surtout à l'époque, on a vraiment l'impression qu'il fallait choisir, qu'on ne pouvait pas faire les deux. Eh Oui. bien, quand il a fallu choisir, eh bien, j'ai choisi la biologie. Voilà, j'ai choisi la biologie. Malgré comment dirais-je, le désarroi de mon professeur de lettres de l'époque, qui me disait, mais Sophie, c'est pas possible, vous pouvez pas faire des études scientifiques, vous êtes une littéraire. J'ai choisi la biologie parce qu'effectivement, c'était par goût. Et je ne peux pas non plus cacher que, à l'époque, il y avait aussi un petit peu de raison qui rentrait Oui, là-dedans. c'était un peu la voie royale. C'était là, fais des Voilà, sciences, fais une carrière voilà, c'était un petit peu scientifique. la voie royale. Donc, au Ça lycée, c'était fait des t'amènera. maths, fait une Voilà, c'est terminale ça. C, puis après fait des sciences. Et puis, il y avait aussi au bout le fait que je me disais, tu gagneras plus facilement et mieux ta vie dans un métier Voilà, scientifique. fais quelque chose de sérieux, voyons. C'est Voilà, un peu c'est ça. ça. C'était Donc, ça. bon, tout ça, ça s'est mélangé. Oui, Mais ça ne c'était. m'avait pas empêché d'écrire, puisque en fait, la première chose que j'ai écrite, c'était une pièce de théâtre et c'était en première. Donc, c'était une pièce de théâtre qui était entière. Ah oui. Donc, voilà un petit peu comment c'est venu. Donc, on ne peut pas dire que j'ai vraiment renoncé à quelque chose parce que j'aimais vraiment beaucoup la biologie et cette passion ne s'est jamais démentie par la suite.
Après, j'ai un petit peu affiné ce goût, puisque je me suis vraiment orientée vers plutôt la biologie médicale à travers mes études de pharmacie puis de biologie médicale, donc parce que c'était vraiment l'être humain qui m'intéressait. Mais voilà, cette passion ne s'est jamais démentie. Donc, encore une fois, ça n'a pas été vraiment un sacrifice à ce moment-là. Mais la graine était semée, c'est sûr, elle avait germé. La preuve, c'est que La voilà, preuve, c'est que quelques années la plantule a commencé à pousser quelques dizaines d'années d'après. Voilà. quelques dizaines d'années après, mais tu mets aussi en avant dans tous les livres que tu as écrits, tous les romans que tu as écrits, quand même cette envie de partage, de savoir et que tu as acquis par ailleurs, et aussi ta passion de transmettre. Donc, ce que tu fais dans l'enseignement, tu le fais aussi en littérature. Tu transmets une passion, un savoir, des armes aussi pour permettre aux gens de pouvoir choisir, de mener une vie peut-être un peu plus libre, avec plus de connaissances. Oui, je pense qu'effectivement, mon activité littéraire, elle s'inscrit, tu as raison, Christine, elle s'inscrit finalement dans une démarche plus globale qui est la mienne depuis longtemps, qui est celle de la transmission. Voilà. Effectivement, moi je suis enseignante donc, à la faculté de pharmacie. C'est un métier que j'affectionne énormément, qui me tient extrêmement à cœur. On me demande souvent de tous tes métiers s'il y en avait un que tu devais garder, lequel ce serait. Bien évidemment, ça serait l'enseignement sans aucune hésitation. Parce que c'est ce que tu as reçu aussi, c'est ce professeur de sciences naturelles, Voilà. comme on le Tu disait vois, c'est à une exactement époque. ça. C'est C'est effectivement vraiment moi, ce que tu as reçu, tu prends plaisir à le transmettre maintenant. à le retransmettre. C'est vrai que je pense qu'encore une fois, cette expérience de rencontre avec un professeur à un âge si jeune, elle a vraiment été très fondatrice. Et donc, effectivement, cette envie de transmettre, alors quand on est enseignant, bien sûr, on transmet du savoir et du savoir-faire, évidemment, mais on transmet aussi une part de son humanité. Exactement. Voilà, J'allais te dire, on transmet de l'humanité. une manière de se comporter avec les gens. On peut, voilà, là aussi, je veux dire, tout le monde a pu rencontrer des professeurs qui étaient bienveillants, d'autres qui l'étaient moins, etc. Donc là aussi, on transmet beaucoup de choses. Et pour en revenir à l'écriture, je pense que si, dès que j'ai commencé à écrire, j'ai fait le choix d'écrire pour la jeunesse, ce n'est pas un hasard. Exact. À Voilà, la c'est ce limite, que j'allais te... je me suis même jamais posé la question de savoir tu vas écrire pour qui en fait. Je me suis même jamais posé la question. C'était tellement évident que j'allais écrire pour la jeunesse parce que j'étais dans cette logique toujours de transmission, de au même transmission. titre que je l'ai été en tant qu'enseignante, au même titre que je le suis en tant que maman, au même titre je le suis en tant qu'auteur, de transmettre. Donc, sur 3 vecteurs de transmission. Et effectivement, tu as tout à fait raison. Tout tourne finalement autour de cette logique-là. Ouais, Et puis, ouais. quel meilleur terrain que la jeunesse pour recevoir ça et ensuite pouvoir s'en emparer de ce savoir et de ce savoir-être, de cette connaissance voilà, avec un grand C, on va dire, cette connaissance générale. Quel meilleur terrain que la jeunesse pour pouvoir après s'en servir et faire des choix éclairés pour le futur. Parce que là on est en plein la crise sanitaire, la crise écologique qui en découle, enfin, ou l'un qui découle de l'autre, je ne sais pas dans quel sens ça fonctionne vraiment, mais ensuite la crise de société dans laquelle on vit. Et ça, c'est transmission de savoir, ça va permettre à nos générations futures peut-être de faire des choix plus éclairés que ceux qui ont été les nôtres, parce que on ne va pas refaire l'histoire, mais bon, voilà, tout le monde connaît l'histoire des 50 dernières années, quoi. Et c'est vrai que, bon, évidemment, de par ma double casquette, si j'ose dire, c'est vrai que j'ai fait mes ouvrages portent en grande partie sur la transmission d'éléments qui sont liés aux sciences ou à l'activité médicale, enfin sous forme de romans, hein, ce sont toujours des romans. Mais donc c'est vrai que ça tourne, c'est une transmission qui tourne quand même beaucoup, qui a tourné beaucoup autour de ça.
mais pas que. Hein. Voilà, c'est que j'essaye aussi à chaque fois dans mes ouvrages de faire réfléchir les jeunes à des questions un peu plus fondamentales. Les jeunes et les moins jeunes, hein, puisque j'ai quand même aussi Oui, écrit pour les adultes. oui, parce que Et, oui, tu as écrit un roman et puis que j'ai après, bon, trouvé. ben voilà, il y a aussi, comme tu dis, hein, des transmissions, par exemple, dans un de mes romans qui s'appelle La Vallée des Consolés, donc, qui se déroule pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, là, effectivement, il y a aussi une transmission par rapport, comme tu le dis, à des éléments d'histoire qui se sont déroulés et voilà, dont on n'a pas envie que les enfants actuellement ne les oublient. Voilà, que ce Oui, soit pendant la guerre ou avant d'ailleurs. oui, tout à fait, oui. Voilà, Euh, donc cette transmission, elle est effectivement au centre, je crois, comment dirais-je, ouais, ma vie professionnelle, elle s'est retrouvée, voilà, c'est la croisée des chemins de ma vie professionnelle, en fait, et même, je dirais même de ma vie tout court. Ouais. Alors moi, je te pose plein de questions parce que j'ai plein de questions à te poser, mais n'hésitez surtout pas, vous avez un chat à votre disposition, toutes les personnes qui nous regardent, n'hésitez pas à poser des questions et on nous les retranscrira et je les poserai avec grand plaisir à Sophie, qui se fera un plaisir également d'y répondre, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà. Donc, si tu veux, on peut parler de ton dernier livre, celui que tu as, enfin, qui est sorti déjà, qui est sorti en 2019 ou en 2020, qui a tué Archimède. Alors là, c'est une enquête un peu Oui, type policière dans l'histoire. Là, voilà. tu mêles plein de choses là. Alors là, si j'ose dire, je me suis vraiment fait plaisir, hein, clairement. Oui. Alors, je Voilà, vais le donc montrer. Voilà, c'est celui-ci, voilà. Et voilà, j'espère qu'on le voit bien à l'écran. Et j'en profite vraiment 2 secondes, parce qu'on est très bavards l'une et l'autre, alors j'ai peur d'oublier, d'en parler. Nous avons un partenariat avec l'excellente librairie Ombre Blanche à Toulouse, et tous les livres de tous nos auteurs, donc notamment celui-là, sont en vente, et vous pouvez aller sur notre site, scientilivre.org, et vous avez le petit onglet librairie, et tous les livres de tous les auteurs sont là, et vous pouvez consommer sans modération, parce que là, c'est de la bonne consommation. C'est la consommation voilà, intelligente. Donc voilà, voilà, je t'ai coupé, mais bon, je voulais non, je te disais, voilà. je vous disais juste qu'effectivement, avec Qui a tué Archimède, je me suis vraiment beaucoup amusée parce que d'abord, en fait, bon, Qui a tué Archimède s'inscrit dans une collection qui s'appelle Les Savantissimes, donc qui a été Oui. publiée par le Pommier Jeunesse. Donc, donc, en gros, si vous voulez, l'histoire, c'est de raconter un petit peu la vie et les grandes inventions des grands savants de l'histoire à travers, effectivement, une enquête policière. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que finalement, l'éditrice m'a dit, ben, moi, je te laisse la bride sur le cou, tu fais ce que tu veux. Donc, c'est un royal, voilà. C'est voilà, Donc, c'est vraiment. par goût, moi, j'avais très, très envie de travailler sur un savant de l'Antiquité. Parce que, ben là encore, voilà, je me suis dit, je me suis remis, ça c'est très important quand on est auteur jeunesse, c'est se souvenir ce qu'on était quand on était enfant. Je me suis souvenu, je me suis renvoyée quand j'étais en 6e, en 5e, et de mon goût pour la mythologie gréco-romaine, la vie des Romains, etc. J'adorais ça. Je crois que ça a marqué Donc, tout le je me monde. suis dit, ouais, les gamins de cet âge-là, je suis sûre, ils continuent à aimer ça. J'ai eu 3 Oui. enfants, j'ai bien vu. Oui. Donc, je me suis dit, c'est vrai, ça serait vraiment super. Alors, lequel choisir? Bon, ben, Archimède s'est vite imposé parce que bon, il est très connu, et puis c'est quelqu'un quand même qui a apporté des choses, des éléments de connaissance extrêmement importants. Voilà, et puis donc à partir de là, ben, j'ai construit ma petite histoire policière. Alors, je ne te cache pas que là aussi, c'était un défi pour moi parce que ben, je lis quand même pas mal de polars et je me suis toujours dit que j'étais incapable d'écrire un polar. Parce qu'en fait, moi, je suis un auteur qui n'est pas du tout. Il y a 2 types d'auteurs. Vous savez, il y a les auteurs qui ont un plan. C'est la question. C'était ma question. Alors Voilà. voilà, tu réponds à ma question suivante. Il y a les auteurs qui ont un voilà. plan. Et quand ils commencent à écrire, en gros, l'histoire, elle est bien, bien définie dans leur tête. Et si j'ose dire, après, ils n'ont plus qu'à écrire parce qu'ils ont déjà tout construit. Ils ont fait un scénario. Il y a des auteurs qu'on appelle les scripturaux qui, en fait, ne démarrent que sur une idée. Et toi, tu es pratiquement, voilà, juste sur une idée, c'est tout. Et bon, moi, je fais partie de ces auteurs-là, c'est-à-dire que je pars sur une idée. En général, je connais absolument rien de l'histoire, ni rien des personnages. Je pars juste sur une idée. Et finalement, ça se construit petit à petit. Et vous comprenez bien que écrire un roman policier dans ces conditions, c'est pratiquement impossible, parce qu'un roman policier, il faut quand même le construire, déjà savoir à la fin qui est le coupable, essayer de construire un rebondissement, etc., etc.
Donc, je m'étais dit, je ne serais jamais capable d'écrire un truc pareil, quoi. C'est juste pas possible. Donc, c'était aussi un défi que je me suis lancée. Bon, évidemment, ça n'a pas si mal marché que ça parce que le bouquin a eu quand Écoute, même pas on mal peut de même succès. dire que ça a bien marché, hein? Ouais, On peut il le a eu dire, pas hein? mal de succès, ouais, ouais. Voilà. Et donc voilà, donc toi, tu es plutôt partir sur une idée, te laisser guider. Et est-ce que arrives des fois à entrer en conflit avec tes personnages parce que tu n'es pas d'accord sur la façon dont eux réagissent à ton histoire? Est-ce qu'il y a une petite... est-ce que tu es obligé de les museler à un moment donné, les Alors, ramener dans le droit chemin? Comment ça se passe entre vous? alors Parce je ne qu'il y a dirais des pas que auteurs je qui nous rentre ont en dit conflit on est avec eux. plusieurs dans ma tête. Comment ça se Je ne passe dirais pas que je rentre en conflit avec eux, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne font pas toujours ce que je pensais qu'ils allaient faire. Ça, Ah c'est voilà, évident. Voilà. d'accord. Je veux dire, quand on écrit, en particulier quand on est scriptural, il arrive un moment où vous perdez le contrôle. Ah, Et ça c'est vrai que quand on en parle avec le public, souvent, il y a du mal à imaginer que mais oui. finalement, il arrive un moment où, quand vous écrivez, ce sont les personnages qui prennent le contrôle. Et que vous, vous êtes obligé de suivre finalement. Alors qu'on a D'accord. toujours l'impression que c'est l'auteur qui est devant et les personnages qui suivent. Eh bien, au bout d'un moment, il arrive souvent que ce soit l'inverse et qu'un personnage, vous aviez prévu que ça allait se passer comme ça, qu'il allait dire ceci, qu'il allait faire cela. Eh bien non. Voilà. Donc là, vous êtes obligé de suivre. Ça s'impose à vous. Finalement, vous n'êtes plus qu'un intermédiaire entre les personnages et votre lecteur. Et vous, vous essayez de suivre bon an, mal an. Alors, je sais que c'est très difficile Tu essaies à de comprendre. maintenir un peu. Et si vous interrogez d'autres auteurs, et j'ai entendu hier Oui. des collègues qui témoignaient exactement de la même chose, donc ça m'a rassurée quelque part. Je me suis dit, t'es pas Ah oui, complètement mais folle, voilà, voilà, hier, j'ai eu les deux exemples radicalement opposés, mais bon, voilà, tout des à auteurs qui fait. se laissent guider par leur Voilà. l'histoire, les personnages, et puis après d'autres qui cadrent, qui ont un plan, et puis après qui relient les choses entre elles, ça va beaucoup plus. Pour eux, ça va mieux. Bon, mais toi, Voilà, tu donc pour en laisses un revenir à peu. Archimède, c'est vrai que pour Archimède, j'ai été un peu obligée quand même de modifier mon mode d'écriture. Et là, j'ai bien été obligée quand même de passer un minimum par un plan. Bon, ceci étant dit, je vous dirais qu'arrivé aux 3/4 du livre, je ne savais toujours pas qui était le coupable quand même. Ah, quand même. Voilà. Donc, Est-ce qu'à la fin, tu es contente de ta fin? Tu as trouvé, c'est bon, c'est parfait. voilà. Alors j'ai une petite question pour toi et après on reviendra à toi. Est-ce que, voilà, à quelle tranche d'âge s'adressent tes livres? Voilà, on nous demande quelles sont les tranches d'âge pour lesquelles tu écris en fait. Alors, écoutez, c'est très variable. Alors, peut-être le plus simple, je vais vous montrer l'ensemble des couvertures de mes livres. Voilà, donc je vais partager mon écran pour vous montrer ça et vous allez voir qu'effectivement, en ce qui concerne les tranches d'âge, c'est très différent. Alors, voyons, on va essayer de bien réussir la manipulation. Voilà, est-ce que vous voyez C'est les parfait. couvertures? Voilà, c'est parfait. Voilà, donc alors, écoutez, on va commencer en haut à gauche. Donc, La Vallée des Consolés, donc ça, c'est un roman à la fois un petit peu historique et magique, donc qui s'adresse, on va dire, aux 9-14 ans, voilà, avec vraiment le cœur de lectorat 6e, 5e. Ici, Je mange, je bois, je respire, à quoi ça sert? Donc, c'est un docu-fiction. Hein, c'est un docu-fiction, vous voyez, qui explique en gros. Donc, ça, on va dire que ça va commencer entre 9-13 ans à peu près. Ici, Mutation, alors là, un livre avec de très, très nombreux niveaux de lecture, donc qui peut commencer à être lu dès 12 ans, mais ensuite jusqu'à l'âge adulte sans difficulté. Ici, La Libellule. Donc, La Libellule est un album, hein, un album qui a été magnifiquement illustré par ma collègue Adeline Bidon. Donc, vraiment un très, 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 très beau livre. Donc, c'est une nouvelle que j'avais écrite et qu'elle a illustré dans un vraiment, et puis en plus un beau livre hein, avec un beau papier, de belles couvertures, des calques. Et ça, c'est un livre qui est à partir de 15 ans à peu près. C'est important les couvertures aussi. Hein. Oui, tout à fait. Le Tour de Louison, rien qu'en voyant la couverture, hein, vous comprenez bien que là, c'est ma seule, ma seule incursion chez les tout petits. Hein. Donc ici, c'est un livre, voilà, l'histoire de ce petit ours qui veut devenir coureur cycliste. Donc ici, pour, on va dire, à partir de la grande section de maternelle jusqu'au CE1. Donc en gros, pour les apprentis lecteurs. Ouais, voilà.
Donc, journal d'un cancer tabou, donc on va en reparler. Qui a tué Archimède? Donc là, pour le collège. Hein, voilà, pour le collège. L'enfance interdite, c'est un livre d'anticipation. Donc là, c'est un livre pour adultes à partir de 15 ans. Ouais, c'est ton premier roman adulte et vrai. D'ailleurs, je sais pas, voilà, je peux remontrer la couverture là aussi. Je sais pas si on me voit vraiment bien, mais c'est une première incursion dans le roman un peu, on va dire adulte, oui. Et moi, je trouve que c'est particulièrement bien réussi. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est Anticipation, mais un livre effectivement d'anticipation, hein. Mais pas que. Mais pas que, et un livre d'aventure aussi, et dans lequel je pose quand même pas mal de questions. Quand même pas mal de questions, oui. Sur l'éthique des sciences, quoi. Voilà. L'éthique des sciences et le devenir de l'humanité. Si on continue un petit peu comme ça, que va-t-on devenir? Et alors, en plus, c'est quand même assez rigolo, parce que c'est un livre que j'ai écrit avant la pandémie Covid. Oui. Et il y a quand même une grosse problématique qui est liée à une pandémie dans ce livre. Donc, c'était quand même assez... voilà, bon, après, le thème de la pandémie n'est pas particulièrement original en science-fiction, mais voilà. Et après, le dernier, donc, c'est Journal d'un cancer tabou. Donc, ça aussi, c'est à partir de 12 ans et jusqu'à l'âge adulte. Donc, ça, en fait, Journal d'un cancer tabou, c'est la réédition d'un autre de mes livres, donc chez la même maison d'édition, hein, Alice Jeunesse. Un livre qui s'appelait L'attaque des cépholes, qui avait été publié en 2015 et donc qui n'était plus disponible en fait. Épuisé, voilà, merci Christine. Et donc qui est réédité en poche, donc avec un prix plus raisonnable. Mais après, bon, c'est exactement le même texte que l'attaque des cépholes. Et alors, est-ce qu'on peut parler 2 minutes de ce changement de titre? Alors, je vais juste arrêter peut-être, j'arrêterai tout à l'heure partage d'écran. Alors, le changement de titre, alors, bon, peut-être avant de parler du changement de titre, il faut juste rapidement parler du thème. Du contenu. Hein, voilà, donc, en gros, l'histoire, si vous voulez, c'est l'histoire d'une jeune fille de 12 ans qui se rend compte que sa maman a un cancer. Et en fait, sa famille n'en parle pas. À la maison, on n'en parle pas. Et ce silence crée à la fois, chez Fiona à la fois de la colère, hein, parce qu'elle en a un peu assez qu'on la prenne pour un bébé, et aussi beaucoup de peur, parce qu'elle va imaginer des choses qui sont terribles. Et donc, pour essayer d'avoir l'information, eh bien, elle va écrire à quelqu'un qui me ressemble un peu, hein, qui est un enseignant, chercheur, écrivain. Et qui écrit pour les jeunes. Et elle va lui demander si elle veut bien répondre à ces questions. Et donc, s'ensuit un échange de mails. Hein, donc, c'est un roman épistolaire essentiellement, où pendant tous les mois du traitement, toute la durée du traitement de la maman, eh bien, les deux femmes, la jeune et la moins jeune, vont se rapprocher. Le silence va faire place à la parole éclairée. Et la peur, finalement, la peur va disparaître, ou en tout cas, elle va s'enquisser un petit peu au fond. Voilà, donc c'est un livre vraiment que j'ai écrit pour les familles, hein, pour les jeunes, mais aussi pour les parents, pour les aider à trouver les mots pour parler de ça. Voilà, quand ça déboule dans le quotidien des familles, c'est pas toujours facile de parler aux enfants, de répondre à leurs questions. Et donc, grâce à ce livre, j'ai essayé de donner des pistes aux adultes pour aider leurs enfants, parce que finalement, garder le silence, c'est souvent la pire des choses. La pire des solutions. Alors, pour le changement de titre, je te dirais très franchement que je n'y suis strictement pour rien. Voilà, hein. Donc, le titre, en fait, c'est quelque chose qui appartient à l'éditeur. D'accord. Voilà, donc l'éditeur, si vous voulez, fait ce choix. Je pense que là, il y a un choix important. Il y a peut-être une évolution aussi. C'est de faire apparaître le mot cancer. Exactement. Très clairement dans le titre. Et donc, d'assumer parfaitement la thématique du livre, ce qu'il était peut-être moins avec le titre précédent. Donc, je pense que la volonté de l'éditeur, c'est d'assumer pleinement la thématique de ce livre, en sachant que c'est un livre qui n'est absolument pas triste. Hein, non, absolument pas. Qui est même plutôt assez drôle par certains moments. Oui, mais ça a le mérite d'être en phase avec le contenu du livre aussi, et puis de plus se voiler la face.
si tant est qu'on se la voilait avant. Hein. Oui, mais je pense c'est que pas ce que c'est je veux dire, important. mais voilà, c'est aussi l'évolution du temps. Dans le temps, les choses évoluent, les mentalités évoluent, et le mot cancer lui-même n'est plus aussi tabou voilà, ça permet aussi de poser les choses et d'expliquer et dire voilà, Tout à fait. voilà, Donc, je c'est crois que grave, mais le choix des mots par l'éditrice, voilà, c'est important. tout à fait, voilà, hein, à la fois que ce soit le mot cancer ou le mot tabou, je pense que voilà, c'est un choix tout à fait éclairé de leur part. D'ailleurs, Ouais. moi, quand elles me l'ont dit, voilà, j'ai émis aucune objection, bien sûr. Voilà, bien sûr. Et grâce à ce Donc, je vais jour, retirer, excuse-moi, juste, oui, je vais vas-y, retirer le je t'en prie. partage. Voilà. Voilà. Et c'est vrai que euh, ça permet aussi, voilà, comme tu le disais, une fois qu'on connaît les choses, on en a moins peur. Mm. Ça ne change pas l'importance de la maladie, mais ça permet de l'aborder différemment, avec moins d'angoisse. Et moins d'angoisse, peut-être, Mm. aide aussi au traitement. Voilà. Et Oui, puis bien à sûr. la sérénité de la famille. À la Et alors là, sérénité de la famille, oui, bien et sûr, oui, à la la sérénité, ah, sérénité, et ouais, ouais, voilà, à d'aborder la sérénité de la ouais. famille. Voilà. Alors là, j'ai une autre question sur l'enfance interdite. Qu'est-ce qui a fait naître la thématique de ce livre? Quelle était l'idée de base? Enfin, comment était venue l'idée d'écrire ce livre? Alors, je dirais, je vais le dire très rapidement peut-être. Euh, euh, en fait, pour vous dire l'entière vérité, l'idée de ce livre est née lors d'un scientilivre, il y a quelques années. Ah, Ouais. Lors d'un scientilivre où nous j'ai sommes heureux rencontré d'être à un de mes l'origine. collègues professeur de biochimie aussi à Lille, Bernard Sablonnière, et qui avait écrit sur la biochimie en fait du lien affectif dans le cerveau, et en particulier qui avait montré une conférence assez intéressante sur les campagnols. Alors, il y a des campagnols célibataires et volages et des campagnols fidèles. Pour faire simple, les neurosciences ont démontré depuis maintenant plusieurs années que des choses qui avaient été déjà évoquées plutôt par les psychiatres, en particulier Boris Cyrulnik, sur l'importance en fait du lien physique entre la mère et l'enfant dès Oui. la naissance, hein, donc l'importance très forte de ce lien physique pour le développement cérébral de l'enfant, eh bien, il y a plein d'études de neurosciences qui ont démontré qu'effectivement, il existe des voies biochimiques dans le cerveau qui sont en fait attachées à la création et au maintien de ce lien. Et en fait, donc moi, mon idée, ça a été l'idée de base, hein, pour répondre à Myriam, c'était, bon ben voilà, qu'est-ce qui se passerait finalement dans notre cerveau si on n'avait plus d'enfants? Voilà. Si pour une raison ou pour une autre, on n'avait plus d'enfants, qu'est-ce qui se passerait? Voilà, voilà l'idée de base. Alors après, je n'ai pas assez de temps pour vous Ah oui, raconter malheureusement, le il nous reste moins synopsis de du temps. livre, mais voilà, l'idée, c'était ça. Donc, essayer d'imaginer une société dans laquelle il n'y aurait plus d'enfants Du coup, et voir un l'intérêt petit d'aller peu le quelles en lire. seraient les conséquences. Du coup, Alors, on voilà, me demande, l'intérêt est-ce d'aller que le lire. j'ai dialogué avec des médecins et des psychologues avant la phase d'écriture? Ah, donc là, vous parlez Ça, de je pense l'enfance qu'on interdite ou de journal d'un cancer tabou, peut-être Je pense plutôt? qu'on parle d'un cancer, le journal de cancer tabou. Oui, oui, oui. Alors pour cancer, en fait, pour ne rien vous cacher, j'ai quand même travaillé pendant 20 ans dans un centre de cancérologie où j'étais praticien, où j'étais biologiste. Donc, de par mon expérience propre, plus effectivement les conversations que j'ai pu avoir avec tous mes confrères pendant ces 20 années, j'avais quand même une certaine expérience, on va dire, qui m'a aidée. Tu avais Voilà. voilà, il te restait, tu avais emmagasiné assez de connaissances et d'expériences pour pouvoir t'attaquer à ce livre-là. Tout Voilà, à fait. c'est un rendu de. Non, c'est pas un rendu d'expérience parce que ça serait trop réducteur, mais tu étais nourri de ton expérience et de tes connaissances et de tes échanges avec tes collègues pour justement avoir les mots justes pour écrire ce livre. Tout à fait, voilà. Voilà, je pense que c'était plutôt ça. Voilà. Donc, effectivement, oui, tu as eu l'occasion d'échanger avec des psychologues et des cancérologues pour écrire ce livre. Voilà. Ah oui, Voilà. c'était mon quotidien. C'était ton quotidien. Voilà, voilà, c'est ça. Voilà. Et oui, et l'enfance interdite, il y a aussi Alors, Christine, excuse-moi, mais je Ouais. crois qu'il va falloir que nous concluions. Oh là là, mais c'est trop court, c'est trop court.
Mais on aura l'occasion de se retrouver naturellement à la prochaine édition de Scientilivre qui, de bien entendu, se déroulera en conditions parfaitement normales. Mais tout à fait. Et de toute manière, maintenant, on a l'expérience pour faire des lives si on a besoin. Mais bon, le présentiel, tu parlais du lien affectif mère-enfant qui est vraiment essentiel, mais le lien avec les personnes et les auteurs et le lien en général, le lien physique, le lien visuel, c'est tellement important qu'on aura plaisir à vous retrouver l'année prochaine à notre prochaine édition, mais voilà, en présentiel, on va dire. Ouais. Alors, je tiens quand même à préciser, j'ai parlé de lien mère-enfance, mais c'est aussi père-enfant, évidemment. Oui, oui, évidemment, oui, c'est le lien. Voilà. Oui, voilà, pas de distinction, voilà, bien entendu. C'était le lien avec les parents, voilà. Et c'est tellement important. Bon, mais écoute, je crois qu'on va. Merci beaucoup à tous. Merci d'avoir été là. Merci à toi, Sophie. Merci à tout le monde, tous ceux qui nous regardent. Vous pourrez retrouver tous les entretiens auteurs, tous les ateliers, toutes les conférences en replay sur notre site. Vous avez toutes les informations sur scientilivre.org. Et nous vous disons au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup, Sophie. Merci, au revoir.